C'est l'une des élections les plus sensibles et les plus observées de ce début d'année 2024. Plus que 2 jours avant la présidentielle et les législatives à Taïwan, un territoire qui cristallise les tensions entre la Chine et les États-Unis. Après 2 mandats durant lesquels elle a tenu tête à Pékin, Tsai Ing-wen s'apprête à quitter le pouvoir. Quel est son bilan ? Quels sont les enjeux de ces élections? Avec nous pour en parler, Arnaud Vaulrin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, reporter au journal français Libération et vous avez écrit de nombreux articles, bien sûr, depuis 15 ans sur l'Asie et votre livre, le voici, Taïwan, la présidente et la guerre, c'est aux éditions Novice. Alors, on va bien entendu parler, et c'est le principal, si je puis dire, les enjeux de ces élections, alors qu'il y a beaucoup de tensions, on l'a dit, dans ce détroit de Formose. Mais d'abord, quel est le bilan de Tsai Ing-wen durant ses 8 ans au pouvoir? Plutôt discrète, mais en même temps très médiatisée ces derniers mois. Très médiatisée, effectivement, ces derniers mois. Elle a démarré, elle est arrivée à la présidence, elle n'était pas connue. Elle a même dit au tout début, en 2016, quand elle est arrivée à la présidence, je ne voulais pas être présidente. Donc ça surprend tout le monde. Quand nous, on sait qu'en France, nos présidents se rasent le matin en pensant à devenir président. Ce n'était pas du tout son cas. Elle arrive, donc inconnue, personne effectivement un peu rentrée, un peu timide, très profil bas. On l'a comparé un peu à Merkel, avec même moins de charisme que Merkel. Et en 8 ans, elle va faire de la question taïwanaise, elle va la faire émerger sur la scène internationale. On avait jusqu'en 2016, jusqu'en 2020, même son second mandat, une question qui restait entre Chinois, on va dire. Grosso modo, on voyait l'île de Taïwan comme un territoire qui allait être un jour englobé par la Chine. Avec Tsai Ing-wen, ça devient une question internationale parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est une route commerciale, le détroit de Formose. C'est là où passent 50% des containers. C'est là où passent tous les grands circuits d'énergie, les bateaux, les navires de guerre, etc. Donc, c'est une question importante. Elle va ouvrir son île pour tendre la main, bien évidemment, aux États-Unis, le partenaire, j'allais dire traditionnel, le principal armateur, fournisseur d'armes de Taïwan, mais également tendre la main à la Corée du Sud, au Japon, les autres démocraties d'Asie et à l'Europe. Donc vraiment cette stratégie d'ouverture, d'internationaliser l'île et de mise à distance vis-à-vis de Pékin, de sortir d'un tête-à-tête mortifère en quelque sorte. Elle a compris qu'il y avait une question de survie pour Taïwan. C'est une question de survie, oui. Elle savait très bien que si elle se rapprochait, comme avait fait d'ailleurs l'administration précédente, l'administration de Ma Ying-jeou, trop avec le Pékin, avec un projet d'accord de libre-échange, il y avait un risque que Pékin, effectivement, embrasse trop Taïwan et étouffe Taïwan, comme il l'a fait avec Hong Kong, comme on l'a vu. Donc elle a vraiment pris ses distances avec Pékin. Et pendant 8 ans, donc, elle a, même d'un point de vue, j'allais dire, pragmatique, parce que c'est une pragmatique en politique. Ça, c'est très important. C'est pas une idéologue, c'est pas une passionnée, pas une passionnelle. Elle agit vraiment en experte, avec la raison. Et donc, elle va prendre beaucoup d'initiatives, notamment sur le plan économique, pour prendre ses distances avec la Chine. On dit aujourd'hui, c'est une expression à la mode, c'est dérisquer son économie, c'est-à-dire de diversifier ses sources d'investissement. Mais on va voir que les semi-conducteurs, ça reste quand même le nerf de la guerre. Ça reste le nerf de la guerre. On va en parler des semi-conducteurs, mais d'abord, est-ce qu'elle a préparé Taïwan à la guerre ? Elle a préparé Taïwan à la guerre dans la seconde partie de son mandat, dans le deuxième mandat plutôt. Alors c'est vrai, quand elle arrive, elle lance un peu des chantiers. Un sous-marin produit par Taïwan, des bateaux, des avions, là encore produits par Taïwan, mais c'est très lent. Et puis c'est vrai que quand elle arrive en 2016, les relations se fichent complètement avec Xi Jinping qui coupe les ponts avec l'île. Mais elle met du temps, effectivement, à rentrer dans la posture de la chef de guerre. Et puis, les pressions de la Chine se faisant de plus en plus fortes, c'est vrai qu'elle va accentuer la préparation de l'armée. Avec des exercices, notamment. Des exercices, moderniser l'armée, et sous pression américaine. Les Américains vont être très présents pour demander à Taipei de revoir leur stratégie de défense, d'avoir une stratégie de défense asymétrique et non plus conventionnelle, de se mettre dans une stratégie de contre-guérilla. Et par-dessus ça arrive bien évidemment la guerre en Ukraine, qui a accéléré la préparation de Taïwan. C'est pas encore complètement fini, mais en tout cas c'est vrai que depuis 2022, depuis février 2022, et le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a été un réveil en quelque sorte. Un coup de semonce également pour Taïwan. Ils se sont dit, on est peut-être les prochains sur la liste, en fait. Exactement. Alors, on va parler des enjeux de ces élections, mais d'abord, pour celles et ceux qui nous regardent, on parle de tensions entre Taïwan et la Chine, avec les États-Unis, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le statut, pourquoi il y a cette querelle de revendication? Rappelons qu'il n'y a pas si longtemps, un sénateur français, Alain Richard, il me semble, était allé sur place. Il avait parlé de pays, ça avait provoqué la colère de Pékin.
Quel est le statut de Le Taïwan? statut de Taïwan, effectivement, elle était jusqu'en 1971, elle siégeait à l'ONU. En 1971, il y a un vote de l'Assemblée générale et elle perd son statut de pays membre des Nations Unies au profit de la Chine populaire. Et à partir de ce moment-là, elle avait plein de pays qui la reconnaissaient. Elle va perdre au fur et à mesure des années, des décennies. Donc la Chine la énormément d'alliés. considère comme une partie intégrante de son territoire. Voilà, tout à fait. Et Xi Jinping en a fait une priorité. Xi Jinping en a fait une priorité. Pour lui, c'est même inscrit dans la constitution chinoise. Taïwan est un territoire sacré. Ça remonte à la guerre civile entre nationalistes et communistes. Les communistes ont gagné sur le continent. Les nationalistes se sont réfugiés sur l'île de Taïwan. Et depuis ce moment-là, il est vrai que les communistes, le régime chinois, fait tout pour récupérer cette île, même si c'est important de le préciser, puisque le régime chinois parle beaucoup de réunification. Faut être honnête, et historiquement, la Chine populaire n'a jamais contrôlé Taïwan. Il y a eu une guerre, notamment entre nationalistes et communistes. La fin de la guerre civile, c'était 1949. Voilà, il y a eu plusieurs crises dans le détroit. Mais 1949, 1950, il y a effectivement eu même des milliers de morts. J'aimerais vous montrer un homme maintenant. Ils sont 3 candidats en lice pour lui succéder. J'aimerais vous montrer celui qui est pressenti et qui est favori. Il s'appelle Lai Ching-te et voici ce que dit la Chine aujourd'hui de lui. Elle dit que cet homme, eh bien, il est tout simplement dangereux parce qu'il continuera à promouvoir les activités séparatistes liées à l'indépendance de Taïwan. Comment analysez-vous ces déclarations? Oui, rien d'étonnant c'est pas très étonnant. C'est exactement les termes même, la posture, les commentaires étaient les mêmes employés pour Tsai Ing-wen, donc la prédécesseur, qui est du même parti que William Lai, la Ching-te. Donc on est dans un registre habituel de la part des Chinois. Avec une mise en scène, dramaturgie presque, j'allais dire, du pouvoir chinois, qui est de portraiturer, de camper le parti de DPP, donc le Parti démocrate progressiste de William Lai, et de Tsai Ing-wen, de les camper comme des indépendantistes. Mais jamais, et ils savent très bien qu'ils jamais ne déclareront l'indépendance. Ils savent très bien que s'il devait y avoir une déclaration d'indépendance de Taïwan, je pense que dans l'heure, le régime chinois envahirait l'île. Donc, eux, effectivement, le régime chinois fait tout pour les camper dans le camp indépendantiste, pour provoquer et faire monter la tension. Et du côté, effectivement, taïwanais, et d'ailleurs, ça traverse tout le spectre politique. On parle des élections présidentielles et législatives de samedi. Et il y a, pour le coup, là, une unanimité sur cette question-là. Tous les partis refusent, effectivement, cette indépendance, et tous manifestent pour soutiennent le statu quo. Le statu quo, personne ne veut un rattachement non plus à la Chine parmi les 3 candidats en lice. Non. Après, il y a des degrés divers, mais c'est vrai que c'est pas aussi clair que ça. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a réagi sur le réseau social X. Franchement, Pékin devrait cesser de se mêler des élections des autres pays et organiser les siennes. Pour être un peu plus, comment dirais-je, équilibré, on a vu AUKUS aussi, États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, aux grandes dames de la France, qui a perdu un contrat mirobolant. Il y a quand même aussi les États-Unis qui montrent leurs muscles dans la région. On dit toujours que la Chine provoque, mais les États-Unis provoquent aussi dans cette région. Oui, c'est indéniable. Vous avez raison de mentionner AUKUS, et on pourrait mentionner effectivement aussi les partenariats qu'il y a avec l'Inde, avec l'Australie. Donc il y a une présence américaine qui est de plus en plus forte, puisque l'île de Taïwan est un verrou. Et si la Chine prend le contrôle de Taïwan, ça lui donne l'accès à toute la zone de Pacifique oriental. Ouais. Et donc effectivement, et les Chinois et les Américains ont intérêt à ce que, dans des intérêts divergents bien sûr, ont intérêt effectivement à bien contrôler la situation. Et donc là, on est dans des rapports stratégiques qui sont effectivement très forts. Et c'est aussi pourquoi cette élection est cruciale, non seulement évidemment pour la démocratie taïwanaise, mais pour la situation sécuritaire dans toute la région. Et les semi-conducteurs dans tout cela, est-ce que c'est vraiment le pétrole? Est-ce que c'est aux monarchies du Golfe est-ce que ces semi-conducteurs sont à Taïwan, ce que le pétrole est aux monarchies du Golfe? Oui, regardez ce qui s'est passé pendant le confinement. On a tous été confinés, on a tous eu des problèmes pour l'accès aux masques, etc. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'avec l'arrêt des chaînes de production, avec l'arrêt évidemment d'une planète entière qui se met à l'arrêt, on n'a plus accès aux conteneurs qui nous apportaient nos produits, les puces qui sont dans nos téléphones portables, dans les voitures, dans les éoliennes, dans tout un tas de choses comme ça. Et on s'est rendu compte que, effectivement, comme les chaînes étaient à l'arrêt et les chaînes d'approvisionnement ne fonctionnaient plus, et bien que tout ça venait de Taïwan. Et là, on a aussi pris conscience que Taïwan était au cœur de cette industrie, qui est une industrie cruciale, qui
qui pèse déjà sur nos vies connectées, mais qui va encore plus peser avec l'intelligence artificielle. Donc c'est une île aussi, de ce point de vue-là, d'un point de vue industriel, commercial, complètement importante et stratégiquement industrielle importante. Il nous reste une minute, on en parlera rarement s'agissant de Taïwan. Arte, nos confrères d'Arte, d'ailleurs avec Libération, diffuse un documentaire qui fait beaucoup parler, qu'on peut voir en rattrapage, comme on dit, en bon français. Les mafias chinoises à la conquête du monde, les fameuses triades, est-ce qu'elles opèrent à Taïwan? Elles opèrent à Taïwan et c'est ce que montre d'ailleurs cet excellent reportage d'Antoine Wilkin. On voit bien effectivement que ces groupes financiers, enfin ces groupes mafieux, pardon, ont des ramifications très étendues dans la société, par les temples, par les entreprises. Au service du régime chinois? Au service du régime chinois, bien évidemment, effectivement. Et ça peut déstabiliser Taïwan? Et ça peut déstabiliser Taïwan. Ça peut effectivement être une manière pour le régime chinois de peser, d'influencer sur le vote, par exemple, sur certains comportements de candidats. Et on l'a vu... 2 triades sont évoquées, il me semble. 2 triades taïwanaises et également 2 triades à Hong Kong qui sont vraiment en Asie les 4 principales grandes triades, les plus puissantes en tout cas, les plus dangereuses. Merci beaucoup. On peut voir ce documentaire sur Arte et on peut lire aussi Taïwan, la présidente et la guerre d'Arnaud Volerin. C'est chez Novice Édition. Merci beaucoup pour votre éclairage.